Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler manipulation des chiffres comptables par les entreprises. Alors c'est un petit peu un coup de gueule si vous voulez contre la communication financière de certaines entreprises qui pour moi est parfois à la limite de la faute professionnelle. On verra ça tout à l'heure. Alors je vais prendre deux exemples. Je vais prendre Sanofi pour parler d'un exemple français puisque comme souvent vous avez on a tous un gros biais domestique. Et je vais prendre aussi Snap, donc entreprise que normalement vous devez connaître, même si vous n'êtes pas un utilisateur comme moi. Je pense que tout le monde connaît à peu près Snap. Alors ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est utile, surtout pour ceux évidemment qui font de l'analyse fondamentale, mais même si vous ne faites pas d'analyse fondamentale, c'est toujours bien pour votre culture financière, parce que je vais devoir rentrer un peu dans le détail des comptes, notamment compte de résultats et bilan, enfin surtout compte de résultats, donc toujours intéressant même si vous n'allez pas piocher régulièrement dans des comptes de résultats. Alors je vous cache pas que j'hésite toujours à faire ce type de vidéo, parfois un peu technique, mais je me dis que si vous me suivez, c'est pas par hasard, donc vous voulez apprendre, vous voulez peut-être aller un peu plus dans le détail, avoir des exemples concrets, donc c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui Sanofi et Snap. J'espère que ça vous intéresse malgré tout, même si on va parler surtout chiffres, même si on va parler comptabilité, même si on va parler communication financière au sens large. Donc on va commencer comme je le disais par Sanofi. J'ai pris un peu au hasard honnêtement, j'ai surtout cherché d'abord une entreprise pharmaceutique parce qu'elles partagent tous à peu près le même type de entre guillemets manipulation. J'ai pris comme je disais Sanofi parce qu'elle est française. Je regarde ici le communiqué de presse pour les résultats du troisième trimestre, donc le dernier qui est disponible, qui a été publié fin octobre. Donc voilà, si vous avez l'habitude un peu de ce type de présentation, c'est relativement classique. Voilà, on est au troisième trimestre 2023, augmentation des ventes de 3% à TCC, donc c'est un taux de change constant, et baisse du BNPA des activités. Alors le BNPA, je pense que vous êtes familier, c'est le bénéfice net par action, donc c'est ce qui permet si on applique un multiple de valorisation, d'obtenir un prix, un cours boursier si vous voulez. Mais la petite particularité, c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui, c'est qu'ici, il nous parle de BNPA des activités. Et le BNPA en anglais, c'est EPS pour Earnings Per Share, et le BNPA des activités est traduit par Business EPS, donc ce qui n'est pas plus clair que BNPA des activités. Qu'est-ce que c'est que ce fameux BNPA des activités? Alors déjà, on s'aperçoit qu'en dessous, on a un petit tableau donc, qui nous montre les résultats du troisième trimestre de Sanofi. On a le chiffre d'affaires net, IFRS, donc IFRS ce sont les normes comptables internationales, donc qui est de quasiment 12 milliards. Ensuite on a un résultat net IFRS qui est de 2,5 milliards pour le troisième trimestre, donc ça c'est vraiment le résultat comptable officiel, c'est le résultat comptable sur lequel sont calculés les impôts, etc., donc qui sont qui utilisent les normes comptables internationales. Donc le BNPA IFRS est de 2,01 euros. On a du cash flow, on a le résultat opérationnel des activités, et puis ce fameux résultat net des activités. Ce qui est intéressant, c'est que ce résultat net des activités, vous voyez, c'est celui qui est mis en avant par Sanofi. Dans son titre, il parle du BNPA des activités. Ce BNPA, il est à 3,2 milliards. Plutôt que de parler de leur résultat comptable, le résultat comptable officiel, j'ai envie de dire, à 2,5 milliards, il nous présente un résultat de 3,2 milliards. Donc il y a quand même 700 millions de différence en pourcentage. C'est vraiment énorme. Si on regarde sur les 9 premiers mois de 2023, on est à peu près à 6 milliards de résultats nets comptable standard, si vous voulez, pour Sanofi, mais eux préfèrent parler d'un résultat net des activités de 8 milliards. Donc 2 milliards de différence sur 9 mois, c'est vraiment énorme. Alors si vous êtes un petit peu curieux, vous allez vous dire, mais où sont passés ces 2 milliards? Pourquoi est-ce qu'on nous enlève? Pourquoi est-ce que Sanofi se permet d'enlever 2 milliards de charges, en fait, de coûts pour l'entreprise, pour nous présenter un résultat gonflé de 2 milliards sur les 9 derniers mois? Et là, il faut bien sûr, comme souvent, voir les petites lignes où ils nous mettent que le compte de résultat net des activités, qui est un indicateur non IFRS, c'est-à-dire qui ne respecte pas les normes comptables internationales, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi, sous-entendu c'est mieux, c'est celui-là qu'il faut utiliser, et il nous explique que le passage du résultat IFRS au résultat net des activités est en annexe 4. Bon, on va voir ça. Alors là, je passe tout le détail par médicament, par zone, etc. Donc ce qui est assez standard. Voilà, par division, blablabla. Donc on voit, il faut quand même aller dans les annexes. Donc combien, à votre avis, d'investisseurs déjà lisent les résultats dans le détail et ensuite vont dans les annexes? Vous imaginez le chiffre, c'est pas dans l'annexe 1, qui est très longue, c'est pas dans l'annexe 2. Qu'est-ce que c'est long? Ah voilà, compte de résultats consolidés. Donc ici, c'est le compte de résultats consolidés classique, donc norme IFRS, avec donc ce fameux résultat net de l'ensemble consolidé. En fait, non, il y a la part des minoritaires en dessous qu'il faut enlever. Donc c'est, voilà,
les 2 525 millions. Ça, c'est le résultat comptable. Mais eux s'amusent à faire une petite tambouille, en fait, à modifier les chiffres. Alors, comment est-ce qu'ils font? Ils partent du résultat net et ils rajoutent 562 millions qui sont des amortissements d'incorporels. Ils rajoutent 259 millions de coûts de restructuration, donc qui ont été payés par l'entreprise, mais ils disent ça c'est pas récurrent. Alors le premier, amortissement des incorporels, ils vont dire mais ça c'est pas vraiment du cash qui est sorti. Coût de restructuration, c'est pas récurrent. Forcément, quand on enlève des charges de centaines de millions, si on devait payer un impôt, il serait moins élevé, donc on rajoute les impôts gagnés par les charges qui ont été, je ne sais pas si vous me suivez, mais bref, c'est pas important, et on tombe sur ce fameux 3 milliards d'euros, donc c'est là où on comprend en fait d'où viennent ces 700 millions de différence. Alors je suis descendu un petit peu vite parce qu'en fait, parmi ce que j'ai passé rapidement, il y a un texte qui explique ce fameux passage du résultat net IFRS au résultat net des activités. Et il nous explique que c'est donc 2 milliards sur les 9 premiers mois de l'année, des charges en fait, qu'ils vont réintégrer dans le résultat. Ce sont des charges d'amortissement sur immobilisation incorporelle de 1,6 milliard d'euros liées à la mise à leur juste valeur de plusieurs sociétés qui ont été rachetées, probablement. Je ne suis vraiment pas un spécialiste de Sanofi. Et je pense, alors ce que ça peut être lié à plusieurs choses. Ça peut être soit des participations qu'ils mettent à leur juste valeur, donc par exemple qui ont perdu de l'argent, donc ils vont les mettre, il y aura une perte qui sera constatée dans le bilan, si vous voulez, enfin dans le compte de résultat, mais liée à une baisse du bilan, ou sinon, ce qui peut arriver, c'est probablement le cas ici, c'est que quand vous rachetez une société, vous rachetez souvent la société plus chère que sa valeur comptable. Donc si vous achetez une société qui a une valeur nette comptable de 100 millions, vous allez par exemple la payer 300 millions. Donc vous dépensez 300 millions pour l'acheter, et quand vous mettez, donc il y a 300 millions qui sortent de votre bilan, si vous voulez, donc quand vous rentrez les 100 millions au bilan, les 100 millions qui sont la comptabilité précédente de la société, quand vous les rentrez dans votre bilan, vous allez avoir un trou, un petit peu de 200 millions. Et ce trou, c'est ce qu'on appelle un écart d'acquisition. On va appeler ça souvent goodwill en anglais. Et donc, on le montre dans le bilan. Il va y avoir une ligne typiquement goodwill. Et cette ligne-là va être amortie. Donc, on va passer une charge chaque année qui est effectivement pas une charge financière, dans le sens, c'est pas une charge, c'est pas un cash flow, si vous voulez. Donc, c'est ça souvent l'excuse qui est utilisée par les entreprises pour dire oui, mais ça, c'est pas réellement une vraie charge. Donc, je me permets de la réintégrer dans les résultats. C'est pas dans les normes, donc c'est pour ça on continue à montrer le résultat selon les normes IFRS, mais moi, mon résultat, je l'ajuste, et pour moi, il est plutôt autour de 3 milliards d'euros. Ensuite, plus surprenant encore, mais c'est assez classique dans la pharmacie, c'est de rajouter les coûts de restructuration. Et ici, on parle quand même de 800 millions d'euros sur 9 mois, donc c'est pas une paille. Quand vous présentez des résultats de quelques milliards, réintégrer des coûts de restructuration de 800 millions en disant oui mais ça en fait c'est pas du récurrent, donc ça vaut pas le coup de les montrer. Quand on voit que c'est lié aux initiatives de simplification, donc on va essayer d'améliorer nos process, etc. Pour moi, il n'y a aucune raison de les sortir du résultat comptable. Et enfin, on prend en compte l'impact fiscal, si vous voulez, des charges qu'on a enlevées. Donc là, au niveau de Sanofi, qu'est-ce que je leur reproche? Alors, il faut savoir que c'est pas du tout un reproche au niveau de Sanofi. C'est quelque chose qui est assez standard dans tout le secteur de la pharmacie. Par exemple, je suis allé jeter un coup d'œil rapidement sur AstraZeneca. Et AstraZeneca, eux, ne parlent pas de business EPS comme Sanofi, ils parlent de core EPS, donc de bénéfice net par action opérationnel qui concerne le cœur de l'activité, si vous voulez. Et eux, la différence est aussi assez énorme, puisque leur BNPA, leur bénéfice net par action, il est de 3,2, ça c'est la comptable, selon les normes comptables, et c'est 5,8 qu'ils considèrent comme lié à l'activité et qu'il faut prendre en compte leur ajustement. Et si je prends maintenant un autre champion du genre qui est Glaxo, donc GSK, eux, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils ont des earnings, donc là on est sur le troisième trimestre aussi, il me semble, donc ils ont 36 pence par action de résultat comptable, et ils vont préférer parler d'un adjusted EPS de 50 pence. Donc on passe de 36 à 50. C'est vraiment quelque chose qui est énorme dans la pharmacie, mais c'est valable aussi, on va le voir, c'est presque encore pire parfois dans la technologie. Alors vous allez peut-être me dire, mais quel est le problème, puisque finalement, ils éliminent des événements exceptionnels. Moi, le problème que j'ai avec ça, si vous voulez, c'est que il y a des normes comptables qui ont été mises en place, d'accord? Donc des normes IFRS, pour en gros le monde
hors États-Unis, et puis les normes GAAP, les US GAAP pour les entreprises américaines. Donc quand ils se consolident, il faut qu'ils respectent certaines normes. Et eux, en fait, vont décider par eux-mêmes d'enlever, donc on l'a vu, principalement la partie goodwill, enfin l'amortissement des immobilisations immatérielles. Ils vont enlever les coûts de restructuration et on va le voir après, Snapchat, c'est des champions, ils enlèvent encore beaucoup d'autres choses. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que déjà quand ils communiquent, je vais reprendre Sanofi, mais c'est vrai pour tous, quand ils communiquent principalement sur les résultats ajustés, donc ajustés à leur manière. Et on l'a vu pour voir comment est-ce qu'ils ajustaient, faut aller piocher dans les annexes. Si je prends, donc ça c'est qui ? Ça c'est GSK. Bon là voilà, ils parlent quand même des EPS normaux, mais ils mettent pas de chiffres. Et après c'est uniquement quand ils parlent des adjusted profit et adjusted EPS que là ils mettent plus 15 et plus 17%. Donc on le voit, ils sont obligés de montrer leurs résultats standards, si vous voulez, comptables standards, mais ils mettent principalement en avant les résultats ajustés par leur équipe de communication financière. Alors bien sûr, je comprends pourquoi ils font ça. Ils font ça parce qu'ils se disent, oui, on a fait des grosses acquisitions dans le passé, dans la pharmacie on fait régulièrement de grosses acquisitions, donc on a cet amortissement du goodwill qui nous plombe nos résultats comptables chaque année. Mais pour moi, il y a les résultats comptables d'un côté, et au moins quand on ne les ajuste pas, tout le monde sait très bien de quoi on parle. Et puis de l'autre côté, on a le tableau des flux de trésorerie, on a les fameux cash flows. Donc si vous êtes un investisseur et que vous ne voulez pas prendre en compte les amortissements, les dépréciations, etc., vous allez regarder le compte de cash flow, enfin donc le tableau des flux de trésorerie, vous allez regarder ce qui rentre et ce qui sort du compte en banque, ou bien vous regardez les résultats comptables. Mais là, ce qu'ils essayent de faire, c'est un peu prendre les résultats comptables et faire une espèce de retraitement en disant, voilà, on enlève une petite partie parce que c'est de l'exceptionnel, comme les restructurations, on enlève une autre partie parce que c'est pas du cash, c'est uniquement de l'amortissement d'intangibles, d'immatériel, etc. Moi, j'aime pas du tout quand les entreprises font ça, quand ça devient des niveaux qui sont très importants. Et là, on voit, pour passer de 36 à 50 sur GSK, c'est vraiment énorme, ça modifie énormément. Et l'autre souci, c'est qu'en tant qu'investisseur, on fait normalement des calculs donc de PER, on va utiliser des multiples de valorisation, etc. Et si vous prenez Sanofi, alors je ne sais pas à quel niveau de valorisation ils se traitent en ce moment, ils sont à peu près à entre 15 et 16, on va dire 15 de multiples de PER. Ce 15 de PER, si vous le multipliez par 2 euros ou par 2,55 euros, donc par action, vous n'obtenez pas du tout le même résultat. Et c'est encore pire, on l'a vu chez les petits copains d'AstraZeneca et de GSK. Donc ça, il y a quand même un gros problème pour les investisseurs. Heureusement, donc là je suis sur la fiche Zone Bourse, heureusement, donc typiquement Zone Bourse prend les chiffres comptables, les vrais chiffres comptables. Donc le résultat net que vous allez trouver pour le troisième trimestre 2023, ça va bien être les 2,525 milliards, donc vraiment le chiffre comptable. Donc j'en profite toujours pour vous rappeler que si vous êtes intéressé par l'abonnement Zone Bourse, vous avez le lien sous cette vidéo pour avoir 25% de promotion. Donc, ok, quand on utilise Zone Bourse, c'est bien, ça ne prend pas en compte les ajustés, mais parfois, on lit les communiqués. On lit les communiqués d'annonce de résultats ou les gros titres, tout simplement, parce que les journalistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent le communiqué de l'entreprise et puis l'article que vous allez voir sur n'importe quel site internet ou dans les Échos ou peu importe, Wall Street Journal, ça va être un titre qui va être très fortement influencé par ce qu'a dit le PDG. Et c'est là où on va passer à Snap, parce que Snap, c'est quand même les champions. Voilà le communiqué pour l'annonce des résultats du troisième trimestre de Snap. Santa Monica, le PDG parle. Alors je vous traduis rapidement. Notre chiffre d'affaires a renoué avec une croissance positive au troisième trimestre, augmentant de 5% par rapport à l'année précédente et se traduisant par un EBITDA ajusté positif. Donc je vous rappelle, l'EBITDA, c'est en gros l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire c'est le résultat avant intérêts, taxes, amortissement, dépréciation. Donc voilà, c'est en gros un résultat d'exploitation. Donc si je ne vais pas plus loin, si je ne vais pas dans les chiffres, ce que je lis, c'est qu'il y a une croissance positive, d'accord, de 5% par rapport à l'année précédente, et on a un adjusted EBITDA, lui aussi positif. Bon, jusqu'ici, rien qui ne fait réellement peur. Quand on lit les chiffres même, là où on peut commencer à tiquer un petit peu, c'est qu'on voit qu'il y a une perte comptable de 368 millions qui est annoncée. Donc ce fameux EBITDA ajusté de 40 millions qui lui est positif. Et quand on passe au free cash flow, lui aussi est négatif. Donc là, par la magie de pour moi, il n'y a pas d'autre mot, manipulation comptable. Enfin, c'est pas de la manipulation comptable parce que leurs comptes sont justes. C'est de la manipulation de la communication financière. En termes comptables, on a une perte. En termes de cash flow, donc vraiment de flux de trésorerie, on a aussi une perte. Mais eux arrivent à nous sortir un chiffre positif de 40 millions.
Voilà. Et même le cash flow, l'operating cash flow, lui, est positif, mais beaucoup moins que l'EBITDA. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Là, déjà, si on va à ce niveau-là, on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a bien sûr, il faut toujours regarder les petites lignes. On s'aperçoit que page 10, on peut avoir la réconciliation entre la perte nette et l'EBITDA ajusté. Est-ce qu'ils expliquent un petit peu? Pas vraiment, il n'y a pas trop de chiffres. Donc, on va aller en page 10. Donc, bien sûr, il y a tout le blabla, il y a tout le blabla, il y a tout le blabla. Et ça, c'est assez fort. Il y a les disclaimers, donc il y a le contact, il y a le disclaimer, etc. Donc on a vraiment l'impression que c'est la fin du document. Et ensuite, il y a les comptes. Mais c'est sûr que si les gens peuvent éviter de lire les comptes, c'est encore mieux. Donc là, on a quoi? On a le cash flow, donc le tableau des flux de trésorerie en français. Là, on a le compte de résultat. Ici, on a le bilan. Et enfin, alors est-ce que c'est ça? Voilà, enfin, la réconciliation entre ce qu'on appelle donc les chiffres GAAP, donc aux normes américaines, et les chiffres qui ne sont pas aux normes américaines. Parce que je vous rappelle, ils mettent en avant des chiffres qui ne sont pas aux normes américaines. Donc ils partent de ces fameux 368 millions de pertes. Alors ils enlèvent des intérêts, parce qu'ils disent, là ils sont gentils pour le coup, ils vont enlever du résultat les intérêts en disant ça c'est pas vraiment de l'opérationnel, donc pour avoir 43 millions, pour toucher 43 millions d'intérêts, ça veut dire qu'il doit y avoir pas mal de cash qui dorment sur les comptes. On va regarder ça vite fait. Dans le compte, dans le bilan, on a du cash, 1,2 milliard de cash, et on a 2,4 milliards de marketable securities. Je sais pas ce que c'est exactement, est-ce que c'est des actions, est-ce que c'est des bons du trésor, voilà, peu importe. Mais en tout cas, ils ont 3,5 milliards en gros de cash. Donc forcément, quand on a 3,5 milliards de cash avec des taux d'intérêt qui remontent à 4-5%, ça fait gagner de l'argent. Donc là, on a ça. Ensuite, cette fois-ci, ils vont enlever des dépenses d'intérêt. Ça reste des petits, entre guillemets, petits chiffres. C'est pas là d'où vient la surprise. Il y a 20 milliards qu'ils enlèvent, qui sont des dépenses, qu'ils enlèvent. Voilà, ça nous intéresse pas. Enfin, moi, ça m'intéresse, hein, mais eux disent c'est pas intéressant pour les investisseurs. Ils enlèvent des taxes. Et puis, donc toujours les dépréciations et amortissements, ils vont en enlever une partie. On ne sait pas trop pourquoi. Si, voilà, des charges de restructuration. Voilà, comme toujours. Les charges de restructuration, c'est pas récurrent, donc on peut se permettre de les enlever. Et puis, et là, c'est le poteau rose. 353 millions. Donc c'est ça, en gros. Hein. En enlevant ces charges-là, c'est ça qui nous permet de revenir positif. Et c'est ce qu'on appelle les stock-based compensation. Ça veut dire, et donc les dépenses. Donc c'est les salaires, en fait, c'est tout ce qui est compensation payée en actions ou en stock option. Pourquoi est-ce qu'ils se permettent d'enlever ça? Ils se permettent d'enlever ça parce que, toujours la même excuse, c'est pas du cash. Donc on a nos patrons, notre équipe de management, on a nos employés stars, nos marketeurs stars, on a nos super développeurs, etc. On les paye, et on les paye massivement, parce que c'est ça qui met l'entreprise dans le rouge, on les paye massivement en stock option et en action. Mais comme ça ne sort pas de notre compte bancaire, on va enlever ça, pas besoin que ce soit dans l'EBITDA, hein, et on va calculer pour vous, investisseurs qui ne comprenez pas très bien nos chiffres, on va vous calculer un joli EBITDA ajusté qui reflète plus notre performance et qui, lui, comme par hasard, est positif. Donc, en gros, on sait très bien que ces boîtes technologiques, Snapchat, etc., un des gros risques qu'on a en tant qu'actionnaire, c'est d'être dilué. C'est vraiment, c'est un coût pour nous. Quand ils distribuent à tout va des stock options ou des titres aux employés, c'est un gros coût pour nous parce qu'on est dilué. D'ailleurs, on peut peut-être aller voir ça sur Zone Bourse, donc sur Snapchat. On va dans l'onglet Finance et on a le nombre de titres qui est ici. Et souvent, vous savez, moi j'aime bien les entreprises qui rachètent leurs titres et on voit ici un nombre de titres qui baisse. Ici, c'est exactement l'inverse. Donc là, donc c'est en milliers, donc on a 1,4 milliard de titres, ça passe à quasiment 1,5 milliard, 1,6 milliard. Là, ils se sont calmés un peu, ça stagne. Et d'ailleurs, on ne l'a pas vu dans le document parce que je suis passé un petit peu vite, mais ils nous expliquent au début qu'ils veulent racheter des titres pour 500 millions, comme s'ils avaient... Alors oui, ils ont du cash dans leur compte en banque pour le faire, mais c'est quand même une entreprise qui perd de l'argent. Donc voilà, moi ça me rend fou. Des entreprises qui se permettent de calculer des résultats ajustés et qui nous font croire que payer 350 millions par trimestre, on est quasiment à 1 milliard de compensations payées aux employés sur les 9 premiers mois de l'année. Et c'est là où parfois j'ai envie de parler de faute. Très franchement, moi là où je trouve que c'est une faute, c'est qu'ils publient un résultat ajusté, pourquoi pas? Après tout, c'est aux investisseurs de globalement faire attention. Mais ce qui n'est pas faire, c'est déjà de manipuler autant les chiffres, donc de passer de 350 millions
368 millions de pertes à soi-disant un gain. Là, le niveau d'ajustement, il est vraiment complètement aberrant. Surtout qu'il n'y a pour moi aucune justification sur la partie compensation payée en actions. Et quand le PDG, la phrase qu'ils mettent en avant, parce qu'attention, quand on est une entreprise cotée et qu'on fait un communiqué de publication de résultats comme ça, on réfléchit énormément à cette première phrase qu'on va mettre. Et là, la première phrase, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle d'EBITDA ajusté positif. C'est complètement aberrant. Dans la phrase qui est mise en avant, il n'y a même pas le mot perte, et même ça n'est nulle part, je pense ici. Après, il commence à dire qu'il y a un tel qui part à la retraite, etc., etc. Mais si vous faites que lire le petit texte et que vous arrêtez avant, tout ce que vous savez, c'est que, alors ils ont 3,6 milliards de cash en compte. Ok, tant mieux pour eux. Ils vont en dépenser jusqu'à 500 millions pour acheter des actions. C'est probablement pour ça que les actions n'augmentent plus sur le marché. Ils doivent les racheter et les détruire, j'imagine. Et voilà, si vous ne plongez pas dans les chiffres pour comprendre d'où viennent cet adjusted EBITDA, il vous manque en fait une grosse partie de l'histoire. Tout ça pour dire, d'une manière générale, soyez très prudents sur les déclarations des PDG. Surtout sur les boîtes qui ne sont pas en grande forme, comme ici Snap. Quand on commence à vouloir plus ou moins déguiser une perte en gain, c'est très mauvais. Il faut que le PDG soit franc, il faut qu'il explique où est le problème, pourquoi est-ce qu'ils sont encore en perte de quasiment 1 milliard, enfin de plus d'1 milliard sur l'année, et pas essayer de magouiller un peu des chiffres ajustés. Ensuite, si malgré tout vous êtes intéressé par l'entreprise, ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas regarder ces chiffres d'adjusted EBITDA, ou pour moi, encore mieux, les regarder, ce qu'on a fait aujourd'hui, les regarder et essayer de comprendre d'où ça vient. Et pour moi, j'ai l'impression que Snap a un vrai problème avec la dilution du capital. Ils ont un vrai problème parce qu'ils sont tiraillés entre, d'un côté, les employés qui demandent à être payés donc en actions, parce que ce qu'ils veulent, c'est devenir millionnaire, changer de vie, etc. Et de l'autre côté, les actionnaires qui commencent peut-être à se rendre compte qu'ils se faisaient très fortement diluer les années précédentes. Donc la manière dont le management répond, c'est de maquiller un petit peu les chiffres en parlant d'adjusted EBITDA et en sortant toute cette compensation, et puis en utilisant le cash qui est sur les comptes pour racheter des titres. Mais on voit que ça ne va pas les mener très loin, et j'espère pour Snapchat que les 3,6 milliards, ils vont les utiliser à autre chose que de racheter des actions sur les prochaines années. Alors Snap, c'est vraiment pas une action qui m'intéresse, parce que moi, comme vous le savez, je regarde pas les actions les titres qui perdent de l'argent. Je n'investis que dans des entreprises rentables, et eux, ça fait quand même un paquet d'années qu'ils perdent de l'argent, donc au moins depuis 2018, mais je pense qu'ils n'ont jamais gagné d'argent. Donc voilà, pour moi, c'est un gros red flag pour Snap, ou un yellow flag plutôt pour Snap. Et voilà, pour Sanofi, comme c'est devenu la norme sur les secteurs, et d'ailleurs c'est tellement devenu la norme que Terry Smith, le gérant de Fundsmith, qui est un des fonds que je surveille de près, dit qu'il ne veut plus investir dans les entreprises pharmaceutiques parce qu'elles maquillent trop leurs chiffres. C'est aussi pour ça que j'ai pris des entreprises pharmaceutiques comme exemple dans la première partie de cette vidéo. Pour la tech, c'est vrai dans pas mal d'entreprises comme ça qui ont des soucis de stock-based compensation, mais c'est pas vrai pour toutes, donc vous n'allez pas avoir le problème sur des Microsoft par exemple. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à surveiller. En tout cas, moi c'est quelque chose, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, sur tout ce qui est allocation du capital. Moi je regarde beaucoup les rachats d'actions, le nombre de titres, est-ce qu'on se fait diluer ou est-ce que c'est plutôt reloutif pour les actionnaires existants, etc. Donc voilà, un peu technique, désolé ou tant mieux pour vous, pour ceux que ça intéresse, et je fais ces vidéos pour ceux que ça intéresse, pour un peu les geeks des chiffres. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant, et ça me permet, je savais pas du tout où en était Snap avant de faire cette vidéo. Bah voilà, typiquement quand je vois ça, elle est rayée de elle y était pas avant, mais elle est rayée de mes futurs investissements pour au moins 5 ans, celle-là. Merci beaucoup en tout cas de me suivre dans toutes ces vidéos. N'oubliez pas, pour les liens pour vous abonner à Zone Bourse, c'est en dessous. Je suis toujours fan des likes, des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Puis je vous dis à bientôt, bien sûr, probablement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.